voyage en musique. Léonard Granvert. Et Geoffroy Scrive. Léonard Granvert, nous devions nous retrouver initialement à Brest, en Finistère, pour cette émission sur RCF en Finistère. Et nous la réalisons finalement pendant ce temps de vacances avant le début d'année 2023 à Nice, si l'on peut dire l'antipode de Brest en métropole, parce que Brest-Nice est la distance la plus longue que nous pouvons effectuer en métropole. Vous êtes né en 1986 à Paris, vous êtes parisien, et si nous nous rencontrons, c'est pour parler de musique, parce que vous êtes chef d'orchestre. À 11 ans, c'est une idée qui vous est venue de devenir chef d'orchestre, à l'image, il me semble, de votre grand-père, qui a été le premier à vous confier en main une baguette, la fameuse baguette du chef. Puis vous avez effectué des stages à la direction de danse de l'Opéra National de Paris. Votre mère vous a largement secondé, il me semble, j'ai cru comprendre cela. Et puis vous voilà parti dans cette aventure de poursuite musicale, des stages auprès de différents chefs, on pourra y revenir. J'ai cru comprendre que vous étiez perfectionné auprès de William Christie, que vous aviez eu quelques cours avec Riccardo Muti, Philippe Jordan ou Miu Wong Chung. Voilà pour quelques noms que nous pouvons donner. Mais aujourd'hui, si nous nous rencontrons à Nice, c'est pour parler, entre autres, d'un programme que vous allez donner ici même ce soir, Coppelia de Léo Delibes. Alors, au vu de ce parcours que nous avons rapidement brossé, qu'éprouvez-vous justement à tenir la baguette ce soir pour Coppelia à Nice, à l'Opéra de Nice ? Oui, beaucoup de mélange de sentiments et de sensations, puisque non seulement j'étais musicien de formation, mais également danseur. J'ai dansé 10 ans, fait 10 ans de danse classique. J'ai joué aussi la partition de Coppelia comme violoniste dans l'orchestre il y a quelques années. Donc c'est une œuvre au carrefour de mes, si j'ose dire, différentes casquettes. Voilà. Et vous avez parlé de ma formation, mais j'ai eu aussi le grand privilège d'assister Jesus Lopez Cobos pendant de nombreuses années pour faire de l'opéra principalement. Et nous avons travaillé ensemble à l'Opéra de Vienne, de Berlin, Lausanne, Genève, etc. etc., etc. Voilà. Et puis vous avez un attachement aussi... je dirais à la santé, parce que vous avez gagné des prix par rapport à votre action, par rapport à la création aussi d'un orchestre, les Concerts Nathalie à Paris, par rapport au diabète. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui vous est cher, d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous continuez justement à œuvrer pour cette fin-là ? Dans la limite de l'organisation possible des concerts, oui, bien évidemment. Moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement, bien sûr. Mais là, les 2 dernières années que nous venons de passer ont été éprouvantes à tous les niveaux. Donc, on remonte doucement en selle. On est en train de jouer actuellement, je parle en tout cas dans les grandes maisons, des œuvres qui ont été programmées non seulement il y a 2 ans, mais même des années auparavant, puisque le travail de préparation de production dans les grandes maisons est sur un temps long, de plusieurs années. Donc on a eu beaucoup de retard dans les productions. Et ce qu'on est en train de commencer maintenant à travailler, finalement, ce sont des choses qu'on aurait déjà dû entamer il y a 2 ans. Donc tout ce qui était déjà un peu dans le tuyau, on va dire, se retrouve maintenant enfin joué. Et il faut maintenant enfin penser à la suite. Et puis cette aventure ici à Nice a commencé en 2018, il me semble. Donc oui. Ça fait déjà 4 ans, moyennant les cas de confinement, mais ça dure. C'est le début d'une écriture ? Oui, c'est un partenariat avec l'Opéra de Nice et plus particulièrement avec le Ballet Nice Méditerranée que nous avons entamé en 2018 avec le ballet de Faust de Gounod, chorégraphié par Éric Guhan, qui est le directeur de la danse ici dans cette maison. Et chaque année, le ballet est accompagné pour une production par l'orchestre maison. Et exceptionnellement, cette année, cette saison 22-23, nous avons fait 2 productions avec l'orchestre et traditionnellement, si j'ose dire, la production avec orchestre est celle de la période des fêtes. Donc nous avons eu aussi les 2 pigeons en sol de Ravel, Gershwin, Pas de Dieu, et l'année dernière Don Quichotte qui aurait dû être joué l'année d'avant, mais bon, etc. etc. Et donc cette année Coppelia, voilà. Alors, puisque vous parlez de compositeurs, on va donner quelques noms parce que vous avez autant dirigé des œuvres vocales que des œuvres, donc, on va dire, avec orchestre. Alors, quelques noms de la liste qui est présente ici. Berlioz, Bernstein, Brahms, Donizetti, Fauré, Léon Cavallo, je sais pas moi, Matalon, Ercoreka, des noms très connus, d'autres beaucoup moins. Je vais pas faire toute la liste parce que j'en ai quand même plus de 6 pages.
Y a-t-il là la recherche d'un répertoire sans frontières ou il faut dire aussi peut-être des occasions données à des musiciens de jouer. C'est-à-dire que les occasions aussi d'en gagner sa vie ne sont pas toujours légion. Donc il faut avoir une expérience de tout répertoire possible. Oui, oui. Et puis il y a aussi une volonté de s'enrichir aussi soi-même, parce que bien évidemment, il y a les classiques à travailler, à connaître, à découvrir, à approfondir. On a toute la vie pour ça. Mais il y a aussi des pages moins connues, qui ont été connues, qui ont eu beaucoup de succès. Par exemple, le répertoire d'opéra comique au 19e, fin 18e, 19e, qui est un répertoire qui me touche moi personnellement, qu'on n'a pas fatalement l'occasion de jouer non plus tous les jours, parce que c'est pas dans l'air du temps, ou c'est plus dans l'air du temps. Voilà. Puis quand tu as rencontré quelques compositeurs, des camarades du conservatoire par exemple, garder contact avec eux, essayer de susciter des commandes, de discuter avec eux. Parce que moi-même, je ne compose pas, par choix et par manque d'inspiration peut-être. Enfin, il y a déjà assez de musique qui a été écrite et j'ai beaucoup à faire avec celle qui existe déjà. Et on n'aura jamais terminé. C'est ça qui est aussi passionnant dans nos métiers d'artiste. Mais on ne peut pas se dire en début de carrière ou en carrière déjà un peu avancée, on va dire, on ne peut pas se dire ça j'aime, ça je n'aime pas. Je pense que c'est une faute professionnelle, si j'ose dire, mais c'est surtout qu'on ne peut pas se limiter dans le goût et on ne peut pas se dire non, ça, je m'interdis cette curiosité. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Et puis il faut laisser du temps au temps, c'est-à-dire que le compositeur qu'on a peut-être moins apprécié a peut-être quand même quelque chose à nous dire, pour lequel nous restons hermétiques, mais qu'il faut peut-être aussi chercher. Oui, oui, oui. Et puis tout dépend aussi beaucoup, mais ça c'est toutes les disciplines artistiques, tout dépend aussi beaucoup de notre chemin personnel, c'est-à-dire de notre formation, effectivement, mais de là où on en est aujourd'hui, de notre vie personnelle, professionnelle, on est réceptif plus à certains courants esthétiques, quel que soit l'art d'ailleurs. Et puis, si on repasse dans 10 ans, j'ai toujours cet exemple-là, quand je reprends une partition que j'ai travaillée il y a quelques temps, je me dis, je revois mes annotations, je dis, tiens, j'ai fait ça comme ça, j'aurais pu faire ça autrement, ou, mais oui, j'avais pas vu ça, bien évidemment, etc. etc. C'est notre contact d'être humain face à n'importe quelle œuvre d'art, en fait. Notre regard change, notre regard au sens le plus fort qui soit. Donc c'est pour ça, se limiter en se disant les uns et pas les autres, c'est un peu dommage quand même. Et pour autant, on comprend certains groupes en France qui se spécialisent dans telle ou telle musique, tellement ce n'est pas par... ce n'est pas pour reléguer une autre musique, faire des ségrégations entre musiques, mais c'est parce que aborder, je ne sais pas, la musique par exemple du XVIIe siècle s'avère aujourd'hui complexe parce ça demande du temps d'aborder un répertoire particulier, donc ça peut nécessiter de se consacrer essentiellement à tel type de musique. Bien sûr, et puis il y a un problème organologique aussi, on n'a pas fatalement les instruments. Pour jouer Lully, par exemple, avec la grande musique française qui est en harmonie à 5 voix, il nous manque des instruments dans notre orchestre moderne, si j'ose dire. On peut jouer la musique italienne, qui est en harmonie à 4 voix, mais la musique française du grand siècle, c'est vraiment très spécifique. Donc il a fallu reconstituer les instruments qu'on a perdus après la Révolution. Et on a aussi perdu tout un pan de transmission directe, orale. Heureusement, on a des traces dans les traités, mais là aussi, il faut s'y replonger, et puis il faut beaucoup faire, beaucoup pratiquer. Dans l'artistique, il y a le côté aussi artisanal, au sens noble du terme. On pratique tous les jours, que ce soit la danse, comme on peut entendre en ce moment. On a les danseurs qui se préparent pour ce soir, ils font la classe, ensuite il y a un petit raccord avec les notes qu'on peut se faire, les corrections par rapport à la représentation précédente, en envisageant la suivante qui est dans 3 heures par exemple. Oui. Voilà, donc on remet tout le temps notre ouvrage sur le métier. Et puis donc il y a une recherche parce que je pense au XVIIe, ces gens-là baignaient là-dedans en quotidien. La musique était aussi la façon d'exprimer ce qu'ils vivaient eux-mêmes dans leur vie. Et aujourd'hui on en est très loin. Donc il y a un temps d'apprentissage à se réapproprier ce qu'ils avaient. Et puis il y a aussi j'estime qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Alors découvrir c'est une chose, mais approfondir ça prend bien évidemment plus de temps. Digérer, comprendre, c'est encore une autre étape. Et puis, on n'a jamais terminé. On ne peut pas se dire que ça y est, maintenant, je referme la partition, je la connais sur le bout des doigts. Non, là aussi, c'est le regard qu'on y portera d'ici quelques années. Voilà. C'est ce que connaît encore, je pense à la musique baroque aujourd'hui avec la rhétorique, par exemple. On se réapproprie.
Oui, oui, oui. Et il y a toute une transmission. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'en France, en tout cas, on a perdu à cause de la Révolution et de la suppression des maîtrises. Problème qu'on n'a pas en Grande-Bretagne, par exemple, puisqu'on chante encore comme du temps de Purcell ou de Handel. Oui. Quand on va dans les églises, principalement, on a encore cette transmission directe avec les chapelles, quoi. Oui. Voilà. Alors je vais faire une petite citation qui peut-être vous étonnera. Une citation de Lino Ventura qui disait « Un homme, et donc je dirais a fortiori un chef, donc un chef d'orchestre, c'est quelqu'un assumant ses responsabilités. » Alors y a-t-il une responsabilité du chef par rapport à l'orchestre et ici aux danseurs qu'il dirige ? Oui, un chef, effectivement, est responsable. Il doit être responsable. Du son produit ? De l'ambiance de l'orchestre ? Oui, même de l'ensemble de ce qui fonctionne, on va dire. Un chef, quel qu'il soit, il ne faut pas qu'il dérange. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'il l'entraîne, il faut qu'il dirige, effectivement, mais vous ne pouvez pas non plus enseigner, si je veux dire, à tout le monde de jouer là maintenant comme ça. C'est-à-dire que vous avez face à vous dans l'orchestre des gens qui sont plus âgés que le chef, peut-être parfois, qui ont une carrière qui est aussi longue que le nombre d'années du chef. Donc à ces gens-là, vous n'allez pas leur dire c'est comme ça qu'on fait et pas autrement, c'est moi qui suis chef, etc. Non, non, c'est aussi une question de confiance, d'égal à égal. Le chef d'orchestre, certes, est sur son estrade à battre la mesure pour résumer très, très, très vulgairement, mais c'est avant tout un musicien issu des rangs, en général, de l'orchestre, donc il a pratiqué, il sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là où, pour revenir un peu en arrière, tant que le chef ne lève pas la baguette, le spectacle ne commence pas. Oui. Donc là, il y a aussi une grande responsabilité, oui. Donc on doit vérifier que tout le monde est prêt. On nous fait rentrer dans la fosse, bien évidemment. On ne rentre pas si la scène n'est pas prête, bien sûr. Si la salle est encore... s'il y a encore des gens qui rentrent tardivement. C'est un ensemble de choses. Et enfin, le bouton vert s'allume et hop, on y va. J'ai eu l'occasion de jouer avec un ancien contrebassiste qui avait passé 25 ans au Philharmonique de Radio France, qui m'avait rapporté cette anecdote d'un vieux chef qu'il avait eu comme chef justement, et qui leur avait dit à l'orchestre Philharmonique de Radio France, il y a 3 types de chefs. Il y a d'abord ceux qui empêchent de jouer, il y a ceux qui n'empêchent pas trop de jouer, et il y a ceux qui parviennent à aider un peu à jouer. Comment cette petite anecdote humoristique résonne-t-elle en vous ? C'est vrai, mais ça dépend beaucoup de la personnalité du chef aussi, et de la réception que l'orchestre a du chef et lycée de Versailles, si j'ose dire. Oui. Pour moi, c'est vraiment une question de confiance. La musique est écrite, il suffit de jouer ce qui est sur les partitions. Voilà, ça c'est le degré, c'est la base, si vous voulez. Là où c'est plus peut-être intéressant, si je veux dire, c'est de réaliser le spectacle tous ensemble, où vous avez beaucoup de corps de métier très différents, nécessaires, ici et maintenant, pour la bonne conduite du spectacle. C'est-à-dire qu'on a besoin du dernier instrumentiste qui est au fond de la fosse, que le public ne voit pas parce que tout petit. Et on a aussi besoin du dernier éclairagiste qui vient apporter juste le projecteur au dernier moment, etc. Le décorateur, les costumiers, perruquiers, etc. Tout le monde est vraiment nécessaire, comme sur un bateau. Vous ne pouvez pas supprimer un poste sous prétexte que ce poste est doublé, par exemple. Si vous avez 2 personnes qui font la même chose, c'est qu'il y a une raison, par exemple. Je vois aussi que vous avez, il me semble, effectué quelques stages dans des orchestres, auprès d'orchestres étrangers. Avez-vous senti des différences de perception de la musique ou de facilité de direction ou d'écoute simplement avec ces expériences à l'étranger ? Je pense à certains grands chefs français qui disaient avoir énormément de mal à diriger des orchestres français. Oui, moi, surtout ce qui m'étonne, mais qui m'étonne agréablement, on va dire, c'est la différence de couleur, de sonorité d'un orchestre plutôt de tradition germanique, d'un orchestre plutôt français, plutôt italien, plutôt américain. On entend encore ces différences-là, même si maintenant tout le monde voyage relativement rapidement
d'un bout à l'autre de la Terre, bien évidemment, et que les musiciens sont très internationaux. Ils essayent aussi de jouer dans plusieurs orchestres. Donc, ça change la sonorité de base de création des orchestres. Un grand chef comme Fritz Reiner, Georg Scholti, etc., qui avaient chacun, qui ont marqué pendant X années la personnalité vraiment d'un grand orchestre, par exemple, au disque, à l'enregistrement, vous entendez la différence. Oui. Aujourd'hui, cette différence est un peu atténuée du fait de la mondialisation, on va dire. Mais vraiment, on entend encore des spécificités instrumentales parce que les instruments sont différents. Vous avez le système à palette, par exemple, pour les cuivres en Allemagne, plus à piston pour les Français. Vous entendez une différence. Alors, infime, certes, mais si vous avez les deux instruments, par exemple, différents côte à côte, vous entendez une différence. Mais là, effectivement, c'est vraiment dans le détail. Mais quand on cherche un peu la couleur, on peut encore trouver cette chose-là. Est-ce que cette différence s'explique par une tradition ? Oui, par un enseignement. Oui. Si vous allez en République tchèque, par exemple, c'est l'enseignement à l'allemande qui a été... ça s'explique historiquement, je veux dire. Hein. Et ça a été la tradition, et ça l'est encore. Vous ne pouvez pas changer une tradition qui est centenaire, bicentenaire, tricentenaire. Oui. C'est difficile. Ça a marqué. Et ça a marqué aussi la manière dont les compositeurs ont été formés et la manière dont ils ont composé leurs œuvres. Par rapport à la gestuelle, justement, parce qu'un chef d'orchestre, c'est avant tout pour le public quelqu'un qui agite son bras. Mais la gestuelle a son importance. Comment cette gestuelle, comment l'acquiert-on au cours de stage, au cours de formation, au cours de l'expérience ? Alors oui, beaucoup d'expérience. Nos métiers, c'est 90 voire plus % d'expérience, et puis le reste, c'est de l'apprentissage scolaire ou universitaire ou à la table. Beaucoup de préparation personnelle, mais énormément d'expérience. Et ça peut être aussi l'expérience, voir celle des autres, voir l'expérience des autres, assister à des répétitions, assister à des spectacles, bien évidemment, des concerts, c'est irremplaçable, parce que à chaque fois, vous avez une impression qui se dégage de ça, et ça vous enrichit personnellement. Quand vous voyez par exemple aujourd'hui, grâce à YouTube ou vidéos de Pierre Boulez enseigner lui-même auprès d'autres chefs, on apprend énormément de choses, en fait. Oui, bien sûr. Lui est peut-être un cas très particulier, parce qu'il avait peut-être un geste très fin, je ne sais pas, mais très précis. Oui, mais chacun a sa personnalité gestuelle, sa gestique personnelle, on va dire. Mais vous avez des gestes qui conviennent à tout le monde, si j'ose dire. Tout le monde en face qui regarde les musiciens. Un mauvais geste plantera l'orchestre, par exemple. Oui. Mais planté vraiment violemment. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes désarçonné, quoi. Un bon geste, vous l'entendrez. C'est-à-dire que tout le monde a compris que c'est telle chose qu'il faut faire à tel moment. Voilà. Après, vous n'avez pas, et ça n'existe pas, vous n'avez pas un lexique qui vous dit pour telle mesure, telle attaque, tel cas de figure, faire tel geste. C'est un peu plus subtil que ça, on va dire. Mais vous avez des codes peut-être pas universels, on va pas dire ça comme ça, mais vous avez besoin de respirer pour faire partir un orchestre, comme vous avez besoin de respirer quand vous êtes en quatuor à cordes pour que le premier accord parte ensemble, par exemple. Vous avez un lien très fort entre respiration, geste, résultat, que ce soit seul au piano, en musique de chambre, à l'orchestre, pour accompagner un chanteur soliste, un chœur, ou un corps de ballet. C'est le même principe de respirer ensemble. Précisons que vous avez été aussi premier violon d'un quatuor que vous avez fondé, donc ça aide sans doute. Oui, bien sûr. Pratiquez-vous encore ? C'est difficile ? On va dire que j'ai toujours mon instrument chez moi, je le sors de temps en temps, mais j'en joue plus beaucoup, on va dire. Voilà. Je reviens à la notion de responsabilité, celle donnée par Lino Ventura. Est-ce que vous avez pu tenter des choses en orchestre qui n'ont peut-être pas marché et dont vous vous êtes senti responsable ? Peut-être justement un geste de trop ou un geste incompris, ou peut-être tester une pièce ou un tempo qui n'a pas convenu. Bien sûr, et ça fait partie de l'expérience aussi. C'est-à-dire, aussi, vous avez les choses spontanément qui se passent. Par exemple, hier, dans Coppelia, vous avez une mazurka au premier acte que j'ai prise à un tempo assez endiablé, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Donc, ça a suivi, bien évidemment, parce que tout le monde a été concentré, mais il y a eu l'effet de surprise. Surprise, oui. Ça a mis quoi ? Ça a mis une mesure à scaler à peine ? Non, c'est pas une question de décalage ou quoi, c'est que d'habitude, c'est un peu plus lent. Oui.
Voilà, et donc les danseurs ont été surpris, bien évidemment. Mais, Ah oui, les danseurs aussi. mais on a les oreilles pour marcher avec. Et voilà, je sais que ce soir, je ne reprendrai pas la mazurka dans ce tempo-là. Voilà. Alors justement, y a-t-il une différence, parce que nous parlons de ballet, de danseurs, une différence entre diriger simplement, si je puis dire simplement, un orchestre et des chanteurs dans le cadre soit d'une symphonie, par exemple une symphonie de Beethoven, de Brahms ou de Tchaïkovski, et puis un ballet? Pour moi, je distingue deux phases du métier de chef. Vous avez le chef symphonique, ou seul face à l'orchestre, ou l'orchestre seul face au chef. Là, le travail est un peu différent, parce que l'orchestre, en général, connaît très bien ce répertoire-là et joue presque seul. Au théâtre, que ce soit pour le lyrique, pour le chorégraphique, là, c'est un peu différent. On navigue à vue. C'est-à-dire qu'on a besoin du repère du chef. C'est lui qui donne le tempo, bien évidemment, c'est lui qui donne le départ, mais c'est surtout qu'on a besoin de lui quand, par exemple, un instrumentiste qui compte des dizaines et des dizaines de mesures, qui est placé à l'alto, par exemple. Oui, non, il joue les altos, je pensais plutôt au trombone, par exemple, placé peut-être ou au fond de la fosse ou sur le côté complètement. Il a besoin de se repérer dans ces dizaines de mesures à compter, où il ne se passe rien pour lui, et il doit savoir, oui, c'est là, il peut compter sur le chef, quoi. Et le chef doit savoir que à ce moment-là, il faut faire partir le trombone, par exemple. Mais et pour accompagner le chanteur, c'est la même chose. Il faut respirer avec, il faut se voir, il faut se sentir, faut partager le même moment artistique. Et avec les danseurs, c'est la même chose qu'avec les chanteurs. On a besoin de respirer pour préparer le geste, que ce soit un saut ou un pas glissé, ou que ce soit un soliste ou un pas d'ensemble. Et puis vous êtes le seul à tout voir, si je puis dire. J'ai un souvenir par exemple de la Traviata où l'orchestre ne voyait rien. Ici, ça doit être pareil, l'orchestre ne voit rien de ce qui se passe au-dessus d'eux. Le chef est très bien placé pour voir le spectacle, c'est le premier spectateur. Il est très mal placé pour entendre, parce qu'il est au cœur de l'orchestre, en fait. Donc le son n'est pas fatalement bien mélangé. On entend bien tout, mais on perçoit plus les détails qu'un ensemble qui serait perçu 3e, 5e, 10e rang au parterre dans la salle. Voilà. Le mélange est moins fait, on va dire. Mais effectivement, le pupitre est un beau poste d'observation. Quels sont, puisque nous arrivons au terme de l'émission, quels sont les prochains programmes où nous pouvons vous voir, que ce soit ici ou à Paris ou ailleurs? Alors, il y a un ciné-concert, La Ville sans Juifs, que j'accompagne depuis 3 ans maintenant. Ciné-concert, donc un film muet de 1924, autrichien, d'après un roman de Betauer, tristement, pas prévisible, mais... qui annonce les horreurs des années prémonitoires. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça, c'est le premier projet que je poursuis. C'est à Paris. Puis, alors en Belgique. Et la prochaine grande série que je dirige, c'est à mois de mai jusqu'à juillet, à l'Opéra de Lausanne en Suisse. Donc c'est un retour, parce que j'avais été avec Lopez Cobos il y a 10 ans. Et là, cette fois-ci, j'y vais moi-même en tant que chef. On fait 20 représentations de l'île de Tulipatan de Jacques Offenbach, une opérette en un acte, avec les jeunes chanteurs de la Haute École de musique de Lausanne, et un petit effectif pour lequel je réécris la partition. Je réarrange pour une dizaine de musiciens. Ah, c'est un autre métier, ça, encore. Oui, mais c'est une autre corde à mon violon que j'aime faire sonner également. Dernière question, si vous me permettez, Léonard Ganvert. Y a-t-il une œuvre en particulier que vous aimeriez rejouer, faire rejouer, rediriger, et justement peut-être réaborder d'une autre manière par rapport à la façon dont vous avez eu à la jouer jusqu'à maintenant? Peut-être pas. Une que j'aimerais bien un jour aborder, que je connais, que je n'ai pas encore dirigé, mais sans doute le chef-d'œuvre de Berlioz. On a cité Berlioz tout à l'heure. Berlioz a eu une histoire très personnelle avec la ville de Nice, qui à l'époque n'était pas française. Lui, il venait de remporter le prix de Rome, donc en 1830, fin de 27, 28, 29, 30. Et en tant que romantique qu'il était, échevelé, exacerbé, tout ce qu'on veut, il avait appris que sa fiancée à Paris rompait ses fiançailles et allait se marier avec quelqu'un d'autre. Donc de rage, il a acheté 2 pistolets à Rome et il a entamé sa remontée vers Paris, et il s'est arrêté à Nice, qui était la limite des États du pape à l'époque,
enfin, qui était la limite de l'Italie, de la future Italie. Et si jamais il avait franchi la frontière, qui est le Var, en fait, un petit peu plus loin sur la promenade des Anglais, il perdait tout, et son titre de prix de Rome, et la bourse, qui était intéressante à l'époque. Et ici à Nice, donc il est revenu plusieurs fois. Il avait été décharmé par le soleil, comme Matisse plus tard, bien évidemment, et d'autres, bien évidemment, Chagall. Et il a composé plusieurs œuvres et réécrit certaines œuvres aussi. Il était vraiment assez inspiré ici, et il a notamment écrit la tour de Nice, l'ouverture de la tour de Nice, qu'on voit un peu plus loin sur qui est la tour dite Berlioz ici, qui a été remaniée ensuite quelques années après, qui est l'ouverture du Corsaire. Voilà. Donc j'aimerais bien un jour jouer ça, mais surtout revenir à Roméo et Juliette, qui est sans doute son chef-d'œuvre, qui est une symphonie dramatique où il a mélangé subtilement et savamment le lyrique, le symphonique pur, et il y a même des versions qui ont été chorégraphiées au XXe siècle. Donc peut-être un projet pour les saisons à venir. Eh bien, c'est tout le vœu que nous pouvons formuler. Merci beaucoup, Léonard Ganvert. Merci, Geoffroy. Et bonne représentation ce soir. Merci.